Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au concours des écoles de commerce et notamment à l'animal qui est le thème choisi pour l'épreuve de lettres et philosophie ou culture générale et bien sûr avec nous pour en parler, Éric Cobast. Bonjour Éric. Bonjour Sophie. Toujours fidèle pour aider les étudiants qui sont très stressés, les concours approchent. Le thème de l'animal, ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple. On va aborder ensemble les grandes familles de sujets, disons. Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux jeunes qui nous écoutent, leur dire un petit peu quels sont les familles de sujets sur lesquels ils peuvent tomber le jour de l'examen, le jour du concours. Alors je pense que pour simplifier, il y a 3 directions dans lesquelles ils peuvent organiser leur révision en pensant à des sujets possibles, puisqu'on est quand même dans l'idée des sujets possibles. Il y a d'abord effectivement un premier axe qui est lié à la difficulté de définir l'animal. Qu'est-ce que c'est que l'animal ? Comment est-ce que ça se définit ? Quels sont les problèmes qui sont liés justement à sa définition ? C'est-à-dire définir, c'est circonscrire, c'est délimiter en fait. Finis, c'est la limite en latin, c'est délimité. Voilà, donc toutes les questions de définition et la difficulté qu'il y a justement à définir, à organiser, à classer, à connaître l'animal. Voilà. Ensuite, il y a, je dirais peut-être ce qui fait le corps vraiment des sujets qui ont été donnés cette année. Beaucoup d'amis dans les prépas, donc ils m'expliquent un peu ce qu'ils font et quels sujets ils proposent, puis on en a discuté souvent. C'est évidemment la confrontation entre le monde de l'homme et les mondes des animaux. Donc effectivement, c'est l'homme et l'animal. C'est vraiment c'est le cœur de la préparation. C'est le gros, on va dire, des sujets. Alors c'est pas forcément ce qui est le plus facile, bien sûr. Et puis il y a un type troisième grande famille, comme vous dites, un certain type de sujet qui porterait sur ce qui est propre à l'animal. C'est-à-dire effectivement, par exemple, la question du langage. Est-ce qu'on peut parler d'un langage de l'animal ? Est-ce que l'animal dit quelque chose ? Ou bien les droits. Est-ce que l'animal est détenteur de droits par sa nature ? Ou est-ce qu'il faut lui reconnaître des droits ? Ou est-ce qu'on a des devoirs par rapport à lui ? Donc, toutes des questions ou même simplement, est-ce qu'il est intelligent ? Voilà, des choses comme ça, qui sont liées à ses propriétés. Je dirais qu'il y a la définition de l'animal, l'homme et l'animal, et ce qu'on pourrait appeler le propre de l'animal. On peut commencer par, si vous voulez, par la première salve, un exemple de quelques questions, puisqu'en fait c'est ça l'idée, c'est de regarder un peu comment est-ce qu'on peut envisager les questions, et surtout comment est-ce qu'on peut lancer la réflexion, puisqu'évidemment l'idée c'est pas de proposer des plans détaillés, c'est pas le lieu ni le temps, et puis c'est pas notre fonction, mais c'est peut-être revenir à des réflexes. Alors sur le thème de la question de la définition, vous avez par exemple comme sujet donc définir l'animal pour l'interrogation. Voilà, donc là ça suppose de s'arrêter sur le mot définir. De toute façon, il faudra le définir dans l'intro. Ce qu'est l'animal ? Oui. Pas forcément. Pas forcément. Ok, c'est pas automatique. Non, parce que ça dépend vraiment. Si vous voulez, la question méthodologique, c'est que, en fait, tout procède bien sûr de l'énoncé. On avait vu d'ailleurs, je crois, dans l'émission sur la méthodologie. Finalement, c'est un exercice de lecture d'abord, savoir lire un énoncé. Et lire un énoncé, c'est lire tous les termes de l'énoncé. Alors, il y aura forcément, par habitude, le mot animal dans l'énoncé, ou peut-être animaux ou animalité. Mais ça a été travaillé toute l'année, donc forcément, le rappel n'est pas nécessairement obligatoire dès l'introduction, et il peut alourdir l'introduction, et c'est tellement évident. Après, on pourra s'en servir, bien sûr, mais par exemple, définir l'animal, puisque de toute façon la question qui est posée, c'est justement celle de la définition de l'animal, c'est pas forcément très habile de commencer par là. En revanche, définir, qu'est-ce que ça veut dire ? Et s'arrêter sur le mot définir. Et on avait déjà pas mal insisté, moi je reviens beaucoup là-dessus, sur cette idée de polysémie, c'est-à-dire que souvent les sujets sont construits sur plusieurs significations. Et définir, ça veut dire 2 choses. Définir, c'est à la fois bien sûr de donner la définition d'eux, c'est-à-dire en effet donner la signification. Et donc délimiter le sens, finis en latin, c'est la limite, le sens. Donc définir, c'est évidemment délimiter. Et puis aussi des définitions au sens de la HD, de la haute définition, la définition d'une image, c'est sa précision. C'est-à-dire jusqu'à quel niveau de précision on peut aller dans, effectivement, l'image qu'on se donne de l'animal, dans la représentation qu'on se fait de l'animal. Donc c'est lié, ce genre de choses. Donc ça, c'est dans les sujets où vous avez comme ça un terme qui est
qui est polysémique. Mais ils sont presque tous polysémiques. Par exemple, si on avait regardé cette première catégorie, on m'avait demandé de regarder s'il y avait deux, trois sujets que je trouvais amusants, enfin intéressants, et peut-être surtout possibles. L'idée, c'est d'avoir des réflexes. Parce que là, encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est pas la connaissance du cours, bien sûr, évidemment, mais les cours, vous les avez tous eus, donc qui vous êtes préparés, donc vous avez des bons cours, de bonnes préparations, vous avez bien bossé toute l'année. Une année, c'est long, il y a une pression. Enfin, les étudiants sont tous de bons élèves. C'est pas du tout de la démagogie, parce qu'ils choisissent la prépa. Si vous êtes décidé d'aller en prépa, vous savez que vous allez sur un concours, ça va demander un investissement, donc quelqu'un qui va en prépa, voilà, c'est forcément un élève travailleur, c'est forcément un bon élève. Donc ça ne va pas se faire sur les connaissances, la différence. Ça va se faire sur deux choses. Ça va se faire sur la capacité à rebondir sur les termes de l'énoncé, et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est ça qu'on va peut-être regarder aussi. Ça demande de la finesse, finalement. Parce que les connaissances, ils ont tous une bonne mémoire à cet âge-là. Ils les auront, c'est sûr. C'est avoir le sens, si vous voulez, des expressions, le sens des mots, et jouer justement sur les effets de polysémie. Je vais vous donner quelques exemples tout de suite. Mais voilà. Et ça, c'est la première chose. Et l'autre critère, bien sûr, ça sera la capacité à s'exprimer correctement à l'écrit. Et c'est vraiment les deux, c'est ça les deux modes de distinction. C'est est-ce que je sais lire, c'est-à-dire bien voir ce qu'il y a de sous-entendu dans l'énoncé, vraiment, ce qu'on appelle l'implicite du sujet. Est-ce que je sais lire, et puis est-ce que je sais écrire? Si vous savez lire et si vous savez écrire, avec le bon cours que vous avez cette année, vous allez cartonner, vous allez avoir 15 au concours, quel que soit le sujet. Mais c'est pour ça que c'est pas si difficile que ça, en fait. Moi, j'ai l'habitude de dire ça, mais on dit, voilà, non, il dit ça comme ça. Mais non, c'est pas du tout de la démagogie que de dire cela. C'est ramener les choses à ce qu'elles sont vraiment. Et alors, évidemment, c'est à la fois... Dégonfler un peu la baudruche, voilà. quoi. Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est à la fois facile et en même temps très difficile, parce qu'on dit aux gens, écoutez, il faut savoir bien écrire. C'est pas quelque chose qui s'apprend en une année. C'est aussi pour ça qu'on dit que la seconde année, le concours sanctionne une évolution. Il ne sanctionne pas qu'une année de préparation, c'est pas vrai. Il sanctionne au moins 2, parce que la première année, on a vu des notions qui vont être utiles pour traiter le sujet en deuxième année, et puis il sanctionne aussi une scolarité. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à bien écrire en 6 mois, c'est pas vrai. Donc on peut corriger des erreurs, etc. Mais quelqu'un qui a un vrai souci avec l'expression écrite, ça va être compliqué de le régler dans l'année. Oui, mais on peut quand même beaucoup progresser en 6 mois. On peut essayer de compenser, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas complètement se débarrasser de mauvais réflexes, mais on peut compenser, on peut aller vers une écriture plus simple, éviter de faire certaines fautes d'orthographe, mémoriser certaines choses, et puis on peut compenser par exemple par une construction logique qui va, en quelque sorte, contrebalancer les petites maladresses, les petites impropriétés d'expression. Voilà. Donc, savoir lire, savoir écrire. Alors nous, savoir écrire, on n'a pas le temps, c'est pas le sujet, mais savoir lire, ça va être un exemple. Bon, vous allez me demander que devient l'animal. Que devient l'animal, c'est un sujet parfait, si j'ose dire. Que devient l'animal? Ça pourrait tomber. Ah oui, ça, moi, je suis persuadé. Là, sur la question de la définition, je pense que devient l'animal, ça peut tomber. L'animalité, point, ça peut tomber aussi, parce que c'est une notion, effectivement, qui construit sur le mot animal. Donc, ça serait surprenant, parce que mais quand on dit l'animal existe-t-il, c'est bizarre comme ça. L'animal existe, est-ce qu'il a une existence propre? Et s'il existe au sens où un être humain existe. Exister, c'est pas être. Il est là, mais est-ce qu'il existe? Mais est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'effectivement il se manifeste? Ou bien est-ce qu'il est lointain et passif? Et c'est une vraie question. Est-ce qu'un ver de terre, ça existe? Alors, le piège, voilà, on en parle bien comme ça, c'est-à-dire que le piège, c'est de ne pas trop se tromper dans l'analyse, c'est-à-dire que si vous prenez exister... C'est existe, et c'est ce verbe-là qui a été choisi, c'est ça? Voilà, existere, c'est sortir hors de soi, ça renvoie à l'existence, à l'existentialisme, il y a quand même un cours de philo derrière, normalement. Donc, si vous voulez, l'animal existe-t-il, c'est pas est-ce qu'il y a des animaux, parce que j'ai envie de vous dire, je sais pas, regarde, tu vas voir, bon, voilà. Donc c'est... Bon, alors on peut s'amuser avec ça. Petit piège, mais normalement on ne devrait pas tomber dedans, quoi. En tout cas, on peut s'en amuser en introduction, on peut trouver une accroche sympa là-dessus, et puis après, très vite, montrer que finalement les enjeux ne sont pas là. Alors ça peut tomber. Peut-on parler d'une condition animale? Ça, c'est un sujet auquel je pense pas mal. Alors ça peut être sous la forme, peut-on tomber... C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus de l'actualité, quoi. Enfin, la condition animale, la condition animale... vous allez voir, alors, il peut y avoir plusieurs formulations, parce que ça peut être, peut-on parler de la condition animale, peut-on parler d'une condition animale, peut-on parler de la condition de l'animal? Ce ne sera pas le même sujet. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est ça que quand je répète tout le temps... Il faut lire le sujet, c'est vraiment très, très important. On n'arrête pas d'en parler dans les conseils d'Eric et Sophie, c'est vrai que ça, et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment la clé. Et là, vous avez des exemples parlants de nuances. Alors, que devient l'animal, par exemple? Que devient l'animal? Il ne faut jamais oublier aussi le sens trivial, si j'ose dire. Qu'est-ce que tu deviens, Sophie?
Ça veut dire où est-ce que tu en es. Donc, que devient l'animal, c'est qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui. Comment il est aujourd'hui. Comment il va. Comment il va, comment il va. J'ai envie de vous dire que... Il va mal. Alors, il va mal, c'est certain, puisque si on regarde effectivement la situation des éléphants en Afrique, par exemple. Oui, mais même simplement la situation des cochons partout dans le monde, ou des poules. Les milliards, je vous rappelle quand même qu'il y a 1 milliard, c'est un chiffre assez terrible, il y a 1 milliard d'animaux qui vont à l'abattoir en France chaque année. Je parle de la France simplement. 1 milliard de cochons, 6 milliards de poules dans le monde. Donc si vous voulez, on est sur le grand massacre. Donc que devient l'animal ? C'est pas terrible quand même, parce que vous savez, on pense toujours à l'éléphant, certes, mais je pense aussi à la poule que vous retrouvez dans votre assiette ou au bœuf que vous allez manger. Donc l'animal, ça reste quand même toujours effectivement une matière à consommer. L'animal, il est consommé. Il est consommé, on utilise aussi sa force de travail, mais donc il va pas bien. Mais il va mieux. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que tu deviens ? C'est pas terrible, mais il va mieux. Il va mieux au sens où on commence à s'intéresser à ses droits. Ça veut dire que c'est un être vivant, c'est un être qui souffre. Et que est-ce que c'est légitime d'accepter cette souffrance animale ? Est-ce qu'on peut et puis qu'est-ce que ça veut dire de manger comme ça un être vivant ? Après on peut débattre, c'est pas la question. C'est pas du tout. L'idée n'est pas d'inciter au véganisme nécessairement, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la question du véganisme, si vous voulez, par exemple, savoir si s'il est légitime, s'il est moralement acceptable, s'il est d'utiliser l'animal comme matière à manger, mais pas simplement, aussi à expérimenter sur le plan médical, y compris aussi pour la recherche des cosmétiques. Enfin, ça va dans tous les sens. Donc voilà, l'expérimentation sur l'animal. Est-ce que c'est légitime ? C'est une question qui se pose maintenant. Ça ne se posait pas il y a un siècle. Et la question, par exemple, du véganisme, c'est une question qui est très ancienne, parce que le premier vegan de l'histoire, c'est Pythagore. C'est la première fois qu'effectivement quelqu'un a dit non, il faut arrêter, on ne mange pas les animaux, on ne mange pas un cadavre, c'est pas bien. Et puis surtout, on n'utilise même pas quoi que ce soit d'animal, le cuir, voilà. Donc, le premier vegan, c'est Pythagore. Mais après, il y a quand même un grand silence. On reconnaît, vous avez vu que récemment, l'Assemblée nationale a légiféré sur le statut de l'animal en captivité sur notre territoire. Donc ça améliore. On commence à avoir des droits. Donc ça, c'est que devient dans le sens trivial. Mais que devient, ça a aussi un sens philosophique. Parce que devenir, c'est effectivement devenir autre. Et c'est de savoir ce qui peut changer l'animal. Alors justement, une des particularités de l'animal par rapport à un autre animal qui est l'homme, si vous voulez, c'est que justement, il ne devient pas. Il est une fois pour toutes. Et il est pris dans son monde, il est pris dans sa bulle, comme dit Jacob von Uexküll, que les étudiants ont forcément vu cette année, c'est difficile d'y échapper. Il est pris dans sa bulle, dans son monde, et il ne devient pas. C'est pour ça que c'est très difficile de l'éduquer, c'est très difficile de l'élever, si j'ose dire. Alors on peut le dresser, on peut le domestiquer, mais c'est pas la même chose. C'est pas dans le cadre du Figaro étudiant où on parle des études et de l'enseignement qu'on va confondre dresser et éduquer. C'est pas pareil. Non, alors on peut dresser un animal. Est-ce qu'on peut vraiment l'éduquer ? Il y a certaines espèces qui peuvent en effet poser la question. Mais est-ce que l'animal devient quelque chose ? Donc la question du devenir est une question d'ordre philosophique. Il y a l'être et il y a le devenir. L'homme devient. C'est pour ça qu'il est perfectible, dit Rousseau. Et il peut se perfectionner constamment. Est-ce qu'on peut perfectionner un animal ? Est-ce que l'animal peut se perfectionner ? C'est loin d'être forcément le cas. En revanche, si vous voulez, sur l'histoire de l'évolution, il y a une évolution de l'animal. L'animal devient du fait de l'évolution. Donc vous voyez, par exemple, la sélection naturelle dont parle Darwin. Au départ, les girafes, elles n'avaient pas un long cou. Il y avait des girafes à long cou, puis il y avait des girafes à petit cou. Et pourquoi soudain les girafes Tandis que le mot devenir peut être décliné, et on doit le décliner dans la copie en fonction de plusieurs façons de l'entendre. Voilà. Donc ça c'est vraiment la clé. Vraiment prendre du temps lorsqu'on lit un sujet. Voilà, faut pas non plus passer 2 heures, mais il est certain que il faut s'arrêter sur au moins 10 minutes avant même de décrire quoi que ce soit et se dire voilà, peut-on parler d'une condition animale ? Bon, alors c'est vrai qu'il y a le problème je prends cet exemple-là pour montrer comment on peut rebondir. Si on n'est pas forcé d'avoir fait du latin, c'est pas obligatoire de savoir que condition vient d'un mot latin qui veut dire
fonder, qui veut dire fixer, établir. Hein. Donc on parle de la fondation de Rome, ab urbe condita, donc depuis la fondation de Rome. Donc on n'est pas obligé de savoir ça. Mais en revanche, on peut savoir plusieurs choses. On peut savoir que, par exemple, il y a un très très grand roman d'André Malraux qui s'appelle La condition humaine, et qu'effectivement, on parle de quelque chose dans ce livre. On peut avoir lu Pascal qui parle de la condition de l'homme. On peut avoir lu Hannah Arendt qui parle de la condition de l'homme moderne. Le mot condition est un mot qui revient. Souvent dans notre langage. Donc on sait bien que la condition, c'est le statut, c'est le rang, la condition sociale de quelqu'un. Ça renvoie à quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, et qui serait finalement de l'ordre de l'immobilité. Donc la condition humaine, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose dans l'homme qui ne changerait pas, une sorte de spécificité. Robert Antin parle de l'espèce humaine, donc une sorte de spécificité donc de l'homme, qui, malgré la perfectibilité, demeure être le socle de l'humanité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à l'animal? Est-ce qu'il a une condition, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas, qui ne bougera pas? Donc ça, c'est la base. Maintenant, à côté de ça, les mots importants, par exemple, un sujet comme peut-on parler d'une condition animale, c'est le peut-on, parce que peut-on, c'est pas doit-on. Doit-on parler d'une condition animale, c'est un autre sujet. Donc peut-on, doit-on, faut-il, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas qu'est-ce que, c'est un article indéfini. C'est pas la condition animale qui présuppose qu'elle existe et qu'il faut la donner. Donc vous voyez, c'est-à-dire que chaque grain sémantique de l'énoncé doit faire l'objet d'une interrogation à la loupe. Et donc on a comme ça des variations. Alors évidemment, peut-on parler d'une condition animale? Peut-on parler de la condition animale? Peut-on parler d'une condition de l'animal? Ça va parler de la même chose à peu près. Mais la façon d'entrer dans le sujet ne sera pas tout à fait la même, et en tout cas l'introduction ne sera pas la même. Et peut-être que le plan peut aussi légèrement bouger. Et là, c'est sur ces nuances-là que souvent les étudiants viennent me voir, ils me disent comment ça se fait que voilà, j'ai bien répondu à la question et j'ai 12. Alors lui, j'ai pas 18. Bon, t'as pas 18 parce que c'est pas bien écrit, parce que ça, mais surtout parce que peut-être que c'est pas bien dans l'axe. Alors c'est à peu près dans la direction, mais c'est pas l'axe. Il faut vraiment être très précis. C'est comme ça que vous allez avoir 18 au concours. C'est en étant complètement dans l'axe. Merci beaucoup, Eric. Merci, c'était toujours passionnant. J'ai envie de reprendre mes études, voilà, rien que de vous entendre. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission du Rendez-vous des prêteurs. Merci. Au revoir. Au revoir.